Une victoire militaire peut-elle dissimuler des crimes de guerre? En 1991, l'opération Tempête du désert a été lancée par une coalition dirigée par les États-Unis pour expulser Saddam Hussein du Koweït. En seulement 6 semaines, la coalition a déployé une puissance aérienne dévastatrice, détruisant le régime irakien. Cependant, alors que l'opération était célébrée comme un succès, les conséquences humaines sont restées dans l'ombre. Des milliers de civils innocents et de soldats irakiens pris dans la retraite ont payé le prix d'une guerre qu'ils n'avaient jamais choisie. L'histoire officielle a étouffé les horreurs survenues dans le désert, laissant de nombreuses questions sans réponse. Tempête du désert. Précision et destruction incontrôlée. L'opération Tempête du désert, qui a débuté le 17 janvier 1991, a été présentée comme l'une des premières grandes confrontations de l'ère moderne où la technologie militaire jouerait un rôle crucial. Dirigée par les États-Unis et soutenue par une coalition internationale, l'offensive contre les forces irakiennes après l'invasion du Koweït par le régime de Saddam Hussein a été annoncée au monde comme un conflit propre, où la précision des frappes aériennes et les technologies avancées permettraient de minimiser les pertes civiles et de limiter la destruction à des cibles strictement militaires. La narration officielle de la coalition promettait une guerre chirurgicale, grâce à l'utilisation de bombes guidées de précision et de missiles à longue portée, tels que le Tomahawk, qui éliminerait efficacement des infrastructures militaires clés, sans causer de dommages collatéraux inutiles. Les images des frappes aériennes précises, montrant des missiles atteignant leur cible avec une exactitude impressionnante, ont créé l'illusion d'une guerre presque sans victimes, maîtrisée en tout point. Cependant, la réalité sur le terrain était bien différente. Dès les premiers jours du conflit, la coalition a lancé une série de frappes aériennes contre des cibles clés en Irak. Mais la précision annoncée de ces attaques s'est révélée nettement inférieure à ce qui avait été promis. Le 17 janvier, le premier jour de l'offensive, un incident a illustré l'écart entre les promesses et la réalité sur le champ de bataille. Une frappe aérienne visant la centrale téléphonique de Diania, considérée comme une cible stratégique pour désorganiser les communications du régime de Saddam, a échoué de manière spectaculaire. Les bombes larguées ont non seulement manqué leur objectif, mais elles ont également détruit un hôtel et un complexe résidentiel à proximité, causant la mort d'au moins 15 civils. Cet incident n'était que le premier d'une série où les promesses de précision ont été éclipsées par la dure réalité de la guerre. Le 20 janvier, une autre frappe ratée dans la ville de Nadjaf a fait au moins 12 morts et endommagé plus de 50 habitations. Au fil des jours, les rapports sur les victimes civiles se sont multipliés, confrontant la coalition à une vérité désagréable. Malgré les avancées technologiques, les frappes aériennes ne pouvaient garantir la protection des civils dans un pays comme l'Irak, où les zones urbaines densément peuplées compliquaient la distinction entre cibles militaires et civiles. L'un des incidents les plus emblématiques, illustrant la contradiction entre la promesse d'une guerre précise et la réalité dévastatrice, fut le lancement de missiles Tomahawk le 1er février 1991. Ces missiles de croisière, réputés pour leur capacité à atteindre des cibles à longue distance avec une grande précision, ont été utilisés pour tenter de détruire la base aérienne d'Al-Rachid à Bagdad, supposée abriter des armes chimiques potentiellement développées par Saddam Hussein. Chaque missile Tomahawk coûtait environ 2 millions de dollars, un investissement considérable pour chaque tentative de frappe. Cependant, l'un de ces missiles a manqué sa cible et, au lieu de frapper la base aérienne, il s'est écrasé dans le quartier de Karada, une zone densément peuplée de Bagdad. L'impact a tué 18 personnes, dont 7 enfants, et blessé de nombreux autres. Cet incident a porté un coup dur à la narration d'une guerre propre, car les missiles Tomahawk, malgré leur coût élevé et leur prétendue sophistication, se sont révélés faillibles. La coalition a été contrainte de revoir sa stratégie concernant l'utilisation de ces missiles dans la campagne. Cet échec était emblématique non seulement à cause du nombre de victimes civiles, mais aussi parce qu'il soulignait une contradiction fondamentale dans l'utilisation de la technologie militaire moderne. Les missiles Tomahawk, bien qu'avancés sur le plan technique, n'offraient pas la fiabilité escomptée dans un environnement urbain où les complexités de la guerre moderne rendaient même les frappes les plus précises sujettes à des tragédies. Malgré ces échecs,
Les autorités américaines ont continué d'affirmer que Tempête du désert se déroulait avec la plus grande précision possible. Les médias occidentaux et les rapports officiels ont présenté la guerre comme une opération hautement contrôlée, conçue pour minimiser les pertes humaines. Pourtant, la réalité était bien différente. Moins de 10% des munitions utilisées en Irak étaient réellement des bombes guidées de précision. La plupart des frappes ont été effectuées avec des bombes conventionnelles, incapables de garantir une exactitude suffisante et augmentant ainsi considérablement les risques d'erreurs et de dommages collatéraux. Ce décalage entre les promesses et la réalité a été dévastateur pour la population civile irakienne. Bien que la coalition dirigée par les États-Unis ait affirmé que ces frappes visaient des cibles militaires, les effets des bombardements étaient souvent indiscriminés. Les villes irakiennes ont été soumises à des frappes continues et des infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des écoles et des habitations ont été endommagées ou détruites. Malgré les efforts proclamés pour minimiser les dommages collatéraux, des millions d'Irakiens se sont retrouvés pris dans le feu croisé et le conflit s'est rapidement transformé en une catastrophe humanitaire. Ce qui avait commencé comme une opération visant à éliminer Saddam Hussein et son régime avec un coût humain minimal s'est rapidement transformé en un cauchemar pour des millions d'Irakiens. La destruction involontaire, dommages collatéraux et effondrement de l'Irak. Au fur et à mesure que l'opération Tempête du désert progressait en 1991, les promesses d'une guerre moderne, précise et propre, s'effondraient sous le poids des dommages collatéraux. Les autorités américaines et celles de la coalition affirmaient que la nouvelle technologie militaire, comme les bombes guidées par laser, permettrait une guerre sans victimes civiles. Cependant, les faits sur le terrain démontraient le contraire. À la mi-février, le monde prenait de plus en plus conscience de l'écart entre les promesses de précision chirurgicale et la réalité dévastatrice vécue par la population civile. Le 13 février 1991, une attaque britannique sur l'autoroute de Fua illustrait parfaitement comment les promesses de guerre moderne se heurtaient à la dure réalité. 4 avions Tornado de la Royal Air Force, RAF, avaient pour mission de détruire un pont stratégique dans la région. Les bombes, supposément guidées par laser, auraient dû atteindre leur cible avec précision, mais elles échouèrent. Au lieu de frapper la structure militaire, les bombes tombèrent sur un marché animé à proximité, détruisant des bâtiments et causant la mort de dizaines de civils. Les images de la destruction, capturées par les médias internationaux, montrèrent les corps de victimes coincés sous les décombres. Le plus alarmant fut la réponse initiale des autorités. L'armée britannique, tout comme les forces américaines, nia pendant 2 jours toute implication dans l'attaque. Lorsqu'elle finit par admettre sa responsabilité, elle minimisa les pertes humaines et refusa d'ouvrir une enquête approfondie, ce qui accentua l'indignation mondiale. L'incident de Fua n'était pas un cas isolé. Le même jour, une attaque américaine à Bagdad fut encore plus dévastatrice. Dans la nuit du 13 février, les services de renseignement américains identifièrent un bâtiment dans le quartier d'Al-Amaria comme un centre de commandement militaire irakien. La cible était un bunker renforcé, supposément utilisé par les forces de Saddam Hussein pour coordonner leurs opérations. 2 avions F-117 Nighthawk, réputés pour leur capacité à pénétrer les défenses aériennes, larguèrent des bombes guidées par laser sur ce qui était considéré comme une cible stratégique. L'opération fut menée sans avertissement préalable permettant aux civils d'évacuer la zone. Lorsque les bombes touchèrent leur cible, le bâtiment s'effondra instantanément. Cependant, le site n'était pas un centre de commandement militaire, mais un abri antiaérien civil, ouvert au public dès le début de la guerre pour protéger les habitants du quartier. Ce refuge était devenu un lieu d'échappatoire pour les résidents de Bagdad, qui, après leurs activités quotidiennes, y cherchaient refuge la nuit pour échapper aux bombardements aériens. Ils disposaient d'installations de base comme l'eau courante, l'électricité et même une télévision pour distraire les enfants avec des films. La nuit du 13 février se transforma en cauchemar. Presque toutes les personnes présentes moururent instantanément lors de l'impact des bombes. Au niveau supérieur du bunker, la chaleur de l'explosion fut si intense que les corps furent calcinés. Les rares survivants, qui se trouvaient au niveau inférieur, souffrirent de brûlures graves et de blessures mutilantes. L'un des survivants, ayant perdu toute sa famille, raconta comment il avait tenté de retrouver sa mère dans les décombres, mais ne découvrit que des restes humains. Les secouristes,
Travaillant dans des conditions extrêmes, Penert a récupéré les corps dans un amas de débris fumants. Le feu et la chaleur étaient tels que l'utilisation d'eau pour éteindre les flammes était impossible, car la vapeur produite risquait de tuer les sauveteurs. Malgré l'ampleur de la tragédie, les autorités américaines défendirent d'abord l'attaque en affirmant que le bunker était une cible militaire. Mais lorsque des preuves émergèrent montrant que l'installation était civile, le gouvernement américain détourna la responsabilité vers le régime de Saddam Hussein, l'accusant d'utiliser les civils comme boucliers humains. Des enquêtes indépendantes ne trouvèrent aucune preuve d'un usage militaire du bunker, mais les décès furent finalement qualifiés de conséquences involontaires de la guerre. Cette justification devint un schéma récurrent tout au long du conflit, où les pertes civiles étaient systématiquement minimisées ou ignorées au nom des objectifs stratégiques. Pendant ce temps, la coalition poursuivait ses efforts pour détruire l'infrastructure de l'Irak, avec une attention particulière portée au réseau électrique du pays. Dès le premier jour de l'opération, le 18 janvier 1991, les frappes aériennes commencèrent à cibler les stations d'énergie, transformateurs et générateurs clés. L'objectif était de couper l'électricité aux forces irakiennes et d'affaiblir la résistance du régime de Saddam Hussein. Mais l'impact sur la population civile fut catastrophique. Les villes irakiennes, déjà dévastées par les bombardements, furent plongées dans l'obscurité. 4 des 5 barrages hydroélectriques du pays furent détruits et 95% du réseau électrique irakien fut mis hors service. Le pays retourna littéralement un siècle en arrière, avec une capacité de production électrique comparable à celle du début du XXe siècle. La vie quotidienne de millions d'Irakiens fut gravement perturbée, et l'infrastructure nationale, construite sur des décennies, fut anéantie en quelques semaines. Impact sur les services essentiels, la destruction de la vie quotidienne en Irak. La guerre, dans sa trajectoire dévastatrice, a eu des répercussions bien au-delà du champ de bataille. Tandis que les forces de la coalition détruisaient des infrastructures militaires et stratégiques, ce sont les civils irakiens qui ont porté le fardeau le plus lourd du conflit. La destruction massive des infrastructures de base a privé des millions de personnes de l'accès à des services essentiels tels que l'eau potable, les soins médicaux et la nourriture, provoquant une crise humanitaire d'une ampleur alarmante. L'un des impacts les plus immédiats et dévastateurs des bombardements fut la destruction des systèmes d'eau potable et de traitement des eaux usées. En Irak, la purification et la distribution de l'eau dépendaient fortement du réseau électrique, et lorsque ces infrastructures furent ciblées par des frappes, l'approvisionnement en eau fut gravement perturbé. Avant le conflit, l'accès à l'eau courante était presque universel dans les villes, avec un taux de couverture de 100%, tandis que dans les zones rurales, 54% des foyers y avaient accès. Cependant, en mars 1991, le système de distribution d'eau de Bagdad ne fonctionnait plus qu'à 5% de sa capacité d'avant-guerre. Les stations de traitement des eaux usées étaient presque toutes paralysées, entraînant une crise sanitaire sans précédent. Les eaux usées non traitées se répandirent dans les rues et infiltrèrent les habitations, provoquant l'apparition de maladies transmissibles. La situation fut aggravée par la destruction des usines chimiques en Irak. Ces installations produisaient des composés essentiels tels que les sulfates d'aluminium et le chlore, indispensables au traitement de l'eau. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les bombardements avaient détruit ces infrastructures, laissant le pays sans les produits chimiques nécessaires pour garantir une eau potable. Bien que les États-Unis aient justifié ces attaques en affirmant que ces produits chimiques pourraient être utilisés pour le programme d'armes chimiques de l'Irak, les conséquences pour la population civile furent catastrophiques. L'accès à la nourriture devint également une préoccupation majeure pendant la guerre. L'Irak dépendait fortement des importations pour répondre à ses besoins alimentaires. Environ 70% des denrées alimentaires du pays provenaient de l'étranger. Cependant, les embargos internationaux avant la guerre, combinés à l'interruption des routes commerciales en raison de l'opération Tempête du désert, aggravèrent encore la situation. Avant le conflit, l'Irak avait tenté d'augmenter sa production agricole nationale, mais ces efforts étaient insuffisants et mal organisés. Malgré l'exemption des agriculteurs du service militaire et l'introduction de rations alimentaires, le pays faisait face à une grave insécurité alimentaire. Les bombardements ne firent qu'intensifier cette crise.
début février 1991, 4 grands entrepôts alimentaires à Diwania furent détruits, privant des milliers de personnes de leur accès à des denrées de base. D'autres frappes détruisirent des infrastructures similaires à Bassora et des moulins à farine dans d'autres régions, aggravant encore les pénuries. L'une des destructions les plus controversées fut l'attaque d'une usine près de Bagdad, le 21 janvier 1991. Alors que le gouvernement américain affirmait qu'il s'agissait d'une usine de production d'armes chimiques, les autorités irakiennes déclaraient qu'il s'agissait d'une installation fabriquant du lait en poudre pour bébés. La destruction de cette usine, qui représentait un pilier clé de l'industrie alimentaire du pays, déclencha une vague de critiques internationales. Selon les estimations de l'ONU, les dommages causés à la production et aux réserves alimentaires atteignirent près de 500 millions de dollars. Le système de santé irakien fut également l'un des secteurs les plus touchés par la guerre. La perte d'électricité, l'effondrement de l'approvisionnement en eau potable et la pénurie de ressources médicales plongèrent le système de santé dans un état de quasi-effondrement. Les conditions dans les hôpitaux étaient désastreuses. De nombreux établissements ne pouvaient fonctionner qu'à 5% ou 10% de leur capacité habituelle. Les blessures de guerre, la faim, le manque d'eau potable et les maladies causées par ces conditions créèrent une situation de crise humanitaire profonde. Médecins sans frontières rapporta que la majorité des hôpitaux irakiens manquaient de médicaments et d'équipements pour soigner les milliers de blessés arrivant chaque jour. Les professionnels de santé travaillaient dans des conditions extrêmes, avec des ressources limitées et sans infrastructures adéquates pour répondre aux besoins de la population. La combinaison de maladies infectieuses et du manque de soins médicaux adéquats entraîna une augmentation dramatique de la mortalité chez les civils, déjà fortement éprouvés par les bombardements. Attaque contre les hôpitaux, le coût humain de la guerre en Irak. L'invasion de l'Irak pendant l'opération Tempête du désert a laissé des cicatrices profondes non seulement sur les infrastructures du pays, mais également sur sa population civile. Parmi les conséquences les plus dévastatrices figuraient les attaques contre les installations médicales qui ont frappé un système de santé déjà affaibli, aggravant la souffrance des civils, en particulier les enfants. Les hôpitaux et centres de santé, indispensables en temps de guerre, devinrent des cibles vulnérables. Des bombardements directs ont détruit de nombreuses structures médicales, privant des millions d'Irakiens d'accès aux soins de base. Un exemple frappant est celui de la ville d'Al-Zuhar, où une frappe aérienne a rasé l'unique hôpital, laissant plus de 150 000 habitants sans accès aux soins. Cet incident n'était qu'un parmi tant d'autres, marquant la dégradation irréversible de la capacité du système de santé à répondre aux besoins urgents. Les attaques ne se limitèrent pas aux infrastructures. Les équipes de secours elles-mêmes furent ciblées à plusieurs reprises, notamment lors de frappes secondaires, où les bombardements initiaux étaient suivis de nouvelles attaques visant les premiers intervenants. Ces pratiques ont coûté la vie à de nombreux professionnels de santé, réduisant encore davantage la capacité de prise en charge des blessés et des malades. Les enfants furent les plus touchés par cette crise humanitaire. Représentant environ 20% de la population irakienne, les enfants, notamment ceux de moins de 5 ans, souffrirent des effets combinés des bombardements, de la malnutrition et des maladies. Dans des conditions normales, des infections courantes auraient pu être traitées facilement, mais le manque de médicaments et d'infrastructures médicales transforma ces maladies en sentences de mort. L'hôpital Al-Qadia, à Bagdad, illustre parfaitement cette situation tragique. En raison de la pénurie d'antibiotiques et de la destruction du système de santé, cet hôpital a signalé en moyenne 20 décès d'enfants par jour, des décès qui auraient pu être évités en temps normal. Les hôpitaux de maternité, eux aussi gravement touchés, enregistraient un taux de mortalité de 100% parmi les prématurés. Faute d'électricité, les incubateurs étaient inutilisables, et le personnel médical ne pouvait rien faire pour sauver les nouveau-nés, laissant des mères accablées par une douleur incommensurable. Alors que les civils tentaient de fuir les zones de conflit, la route d'évacuation principale, l'autoroute Amman reliant Bagdad à la Jordanie, se transforma en un piège mortel. Cette voie de 915 km était empruntée par des dizaines de milliers d'Irakiens fuyant la violence, mais elle devint le théâtre d'attaques indiscriminées contre les convois de réfugiés. Au cours de la première semaine de la guerre, au moins 14 personnes furent tuées sur cette route. Ce qui rendait ces attaques particulièrement cruelles
était leur nature aléatoire et inexplicable, laissant les victimes dans une incompréhension totale face à la violence subie. Les bus, visibles et peu rapides, devinrent des cibles privilégiées, exposant conducteurs et passagers à un danger constant. Un des incidents les plus tragiques eut lieu le 13 février, lorsqu'un bus transportant principalement des réfugiés soudanais fut frappé par une bombe, faisant une trentaine de morts. Ce massacre illustrait la brutalité d'un conflit où même ceux qui tentèrent de fuir étaient pris pour cible. Les conducteurs de bus, conscients des risques, adoptèrent des stratégies désespérées pour échapper aux frappes aériennes. Ils commencèrent à voyager exclusivement de nuit, souvent sans allumer leurs phares pour éviter d'être repérés par les avions de chasse. Malgré ces précautions, la menace des attaques ne disparut jamais. Le 9 février, un autre bus quittant la ville de Koweït fut bombardé, entraînant la mort de 27 passagers. Ces attaques répétées contre des civils cherchant à fuir la guerre illustrent la violence aveugle qui caractérisait le conflit. Elles montrent que la guerre ne se limitait pas aux zones de combat, mais poursuivait sans relâche ceux qui tentaient d'échapper à la violence. L'autoroute de la mort, attaque contre les camions-citernes. Dans le cadre de l'opération Tempête du désert, les forces de la coalition n'ont pas seulement attaqué des objectifs militaires stratégiques, mais ont également mené des opérations indiscriminées qui ont gravement affecté la population civile. L'un des objectifs les plus controversés fut les camions-citernes transportant du pétrole, qui ne servaient pas seulement à répondre aux besoins militaires de l'Irak, mais aussi à fournir un carburant vital pour la vie civile, comme les générateurs de secours et d'autres systèmes critiques. Cependant, au-delà des objectifs d'infrastructure et des bombardements aériens, l'autoroute 80, reliant la ville de Koweït à Bassora, devint le théâtre de certaines des batailles les plus sanglantes et controversées de la guerre, marquant son histoire avec le surnom infâme de « l'autoroute de la mort ». À mesure que les forces alliées progressaient en Irak, les camions-citernes transportant du pétrole sur les routes devinrent des cibles récurrentes de leurs attaques. Ces véhicules, chargés de pétrole et de produits dérivés, représentaient une source vitale d'énergie pour le pays, alimentant à la fois les forces irakiennes et la population civile qui dépendait du carburant pour faire fonctionner ces générateurs d'électricité et d'autres infrastructures de base. Bien qu'il ne s'agisse pas de véhicules d'évacuation, les camions-citernes furent considérés comme des cibles légitimes par les forces alliées sous le prétexte que leur destruction contribuerait à asphyxier les ressources de l'Irak. Des dizaines de camions-citernes furent attaqués et détruits le long des autoroutes, tuant des conducteurs et du personnel civil qui, bien que participant au ravitaillement en ressources du pays, ne prenaient pas directement part au combat. Ces attaques révélèrent une nouvelle dimension du conflit. Une guerre totale qui affectait non seulement les militaires, mais aussi les aspects les plus fondamentaux de la vie civile. L'autoroute 80, qui s'étend de Koweït à Bassora en Irak, devint un lieu particulièrement infâme pendant la guerre. Lorsque les forces terrestres commencèrent à avancer vers l'Irak, le 24 février 1991, les troupes irakiennes furent contraintes de se replier rapidement vers le nord, utilisant un mélange de véhicules militaires et civils. Entre-temps, les bombardiers américains menèrent des attaques aériennes ciblées en des points clés de l'autoroute, bloquant la route et piégeant les troupes irakiennes dans une sorte de zone de mort. Ce qui s'ensuivit fut un massacre sans précédent, décrit comme une chasse aux dindons, où des milliers de véhicules, y compris des camions-citernes et des transports militaires irakiens, furent détruits sans pitié. Les forces irakiennes, pour la plupart désorganisées et incapables de riposter, abandonnèrent leurs véhicules et fuirent dans le désert où se rendirent aux forces alliées. Les images de l'horreur, avec des voitures brûlées et des cadavres carbonisés, devinrent des symboles visuels de la brutalité de l'offensive, et l'autoroute 80 resta gravée dans la mémoire collective sous le nom de « l'autoroute de la mort ». Bien que le nombre de pertes civiles ait été relativement faible pendant ces attaques, la destruction massive de véhicules irakiens et le massacre de soldats sans défense provoquèrent une controverse sur la proportionnalité de la réponse. Les troupes irakiennes n'opposèrent pas une résistance sérieuse, et l'opération fut menée sans presque aucun affrontement. Cependant, la destruction continua pendant des jours, et au 27 février, plus de 1000 véhicules, y compris des chars et des véhicules blindés, furent détruits.
Des centaines de soldats irakiens furent tués et la plupart n'eurent pas la chance de se défendre. L'action fut perçue par beaucoup comme un gaspillage inutile de vies humaines, d'autant plus que le cessez-le-feu fut convenu dès le lendemain, le 28 février mettant officiellement fin à la guerre. Cependant, la violence ne cessa pas avec le cessez-le-feu. 2 jours plus tard, le 2 mars, une nouvelle bataille éclata, cette fois près des champs pétroliers de Rila, lorsqu'un convoi irakien traversa la rivière Or et tira un RPG sur les forces américaines à proximité. La réponse des États-Unis fut dévastatrice et disproportionnée, utilisant des véhicules blindés, de l'artillerie et des hélicoptères dans une attaque qui dura presque 7 heures. Bien que les Irakiens aient tiré les premiers, l'ampleur de la riposte américaine fut cruelle et excessive. La réponse américaine fut rapide et massive. Plus de 300 chars et véhicules blindés irakiens furent détruits, avec environ 700 morts irakiens. Malgré une résistance désorganisée des forces irakiennes, l'écrasante supériorité des forces américaines aboutit à un massacre. La majorité des soldats irakiens, se sentant surpassés, fuirent ou se rendirent, beaucoup se déshabillant de leurs uniformes pour s'échapper dans les marécages voisins. Cette attaque, bien que justifiée comme une réponse à un tir initial, fut critiquée par beaucoup comme un exemple de violence excessive, puisque les forces irakiennes étaient déjà en retraite et que la guerre était terminée. Les images des cadavres de soldats irakiens, ainsi que la destruction massive de véhicules, restèrent comme un rappel du coût humain de la guerre, où des milliers de vies furent perdues dans des situations qui n'exigeaient pas nécessairement ce niveau de brutalité. La tempête du désert, la vérité des vainqueurs et la réalité des victimes. La tempête du désert, 1991, fut une victoire militaire éclatante pour la coalition dirigée par les États-Unis qui parvint à libérer le Koweït de l'occupation irakienne en seulement 6 semaines. Cependant, derrière ce succès, se cache le coût humain élevé pour les Irakiens, dont les vies furent dévastées par la guerre. Bien que les pertes civiles aient été moindres que dans d'autres conflits de grande envergure, les conséquences à long terme pour l'Irak furent profondes, laissant une empreinte indélébile sur la nation. On estime que 2000 à 3500 civils irakiens périrent lors des bombardements aériens, un chiffre relativement faible comparé à d'autres guerres. Cependant, la destruction massive d'infrastructures essentielles eut un impact beaucoup plus grave. La guerre détruisit des hôpitaux, des ponts, des stations de traitement de l'eau et des centrales électriques, privant des millions d'Irakiens d'accès aux services de base. L'absence d'eau potable et d'électricité provoqua une crise sanitaire qui aggrava encore davantage les conditions de vie, entraînant des décès indirects, principalement dus à des maladies évitables en raison du manque de soins médicaux. La tempête du désert ne laissa pas seulement derrière elle un bilan de morts, mais détruisit également les infrastructures vitales pour la vie quotidienne des Irakiens. Les bombes au graphite utilisées pour désactiver les réseaux électriques plongèrent l'Irak dans un blackout total, tandis que la destruction des stations de traitement de l'eau laissa des millions de personnes sans accès à une eau propre. Ces actions affectèrent non seulement la qualité de vie de la population, mais aggravèrent également la situation économique déjà fragile du pays, marquée par les sanctions internationales imposées par l'ONU depuis 1990. Un aspect particulièrement controversé de la tempête du désert fut l'absence de responsabilité pour les morts civiles et la destruction de cibles non militaires. Bien que certaines organisations comme Human Rights Watch aient dénoncé l'incapacité de la coalition à minimiser les pertes civiles, la version officielle affirmait que les dommages collatéraux étaient des conséquences non intentionnelles nécessaires pour vaincre Saddam Hussein et libérer le Koweït. Cette justification fut acceptée par la communauté internationale, réduisant les critiques sur la violence disproportionnée utilisée pendant la campagne. Il n'y eut aucune conséquence juridique pour les morts civiles. Une plainte déposée par des civils irakiens contre le président George H.W. Bush et d'autres dirigeants fut rejetée par un tribunal belge. Cette absence de responsabilité internationale montra clairement que les violations des droits humains commises pendant la guerre resteraient impunies, renforçant le sentiment d'impunité pour les responsables des frappes aériennes. Malgré les critiques concernant les conséquences humanitaires de la tempête du désert, l'opinion publique américaine soutint largement l'intervention militaire.
En 1991, environ 80% des électeurs approuvèrent l'opération, convaincus que l'intervention était nécessaire pour mettre fin à l'invasion irakienne du Koweït et restaurer l'ordre dans la région. Pour beaucoup, les pertes civiles irakiennes furent perçues comme un coup nécessaire pour vaincre un dictateur et protéger la stabilité du golfe Persique. La tempête du désert fut une victoire militaire incontestable pour les forces de la coalition, mais son prix fut très élevé pour les Irakiens. Bien que les pertes civiles aient été moindres que dans d'autres guerres, les effets de la destruction furent bien plus vastes. La destruction des infrastructures, la crise humanitaire et l'absence de responsabilité pour les dommages collatéraux mettent en lumière la dissonance entre les justifications militaires et la réalité humanitaire de la guerre. Pour l'Irak, la tempête du désert marqua le début d'un long cycle de souffrance qui se poursuivrait avec l'invasion de 2003 et les conflits ultérieurs. La guerre laissa une profonde blessure au peuple irakien, dont les répercussions se firent sentir bien après le retrait des forces de la coalition. Malgré le triomphe militaire, l'histoire de la tempête du désert doit être envisagée à travers le prisme des millions de vies touchées, prises au piège dans la machine de guerre internationale.